le, le webinaire qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous, pour deux raisons. D'abord, parce que de manière un peu nez creux, beaucoup de conseils de développement, pour ne pas dire la totalité des conseils de développement, se sont emparés de ce sujet à l'échelle de leur territoire, parce que probablement l'alimentation est le sujet politique le plus complet puisqu'il peut toucher à la fois la capacité à se nourrir, bien entendu, mais aussi sainement. Donc, ça touche directement les problématiques de santé, donc les problématiques de santé sur lesquelles les conseils de développement travaillent et pour lesquelles beaucoup de politiques publiques actuellement sont un petit peu en panne. Donc, conséquemment à ça, ça touche les aspects des inégalités sociales, de l'accès à une alimentation de manière durable et de qualité. Et de manière sûre, là, ça sous-tend les enjeux du changement climatique et de nos choix, conséquemment, de nos choix d'aménagement du territoire pour avoir justement accès à une alimentation, une production, disons, robuste et durable. Donc derrière tout ça s'opèrent des choix de société, productivisme à court terme ou production équilibrée à long terme. On retrouve ainsi dans l'alimentation nos différenciations territoriales et culturelles, c'est-à-dire l'infinie diversité qui nous caractérise dans nos territoires et nos régions, ce qui rend quelque part cette diversité soit robuste de société humaine ou qu'on embrasse ainsi nos diversités ou nos fragilités délétères quand on les oppose. Voilà un petit peu tous les sujets, tout l'esprit qui caractérise ce webinaire qu'on est très très heureux d'organiser et de partager aussi nos réflexions avec le Conseil économique, social et environnemental dans l'idée de ce continuum de qualité démocratique qu'on défend depuis très très longtemps, qu'on a eu l'occasion de présenter encore récemment le 7 novembre au CESE. Alors merci à vous Florence, merci à vous Albert de venir partager vos travaux de manière à créer cette communion de réflexion. Mais aussi pour pousser la réflexion un petit peu plus loin, il est nécessaire de s'attaquer aussi à un enjeu qui est particulièrement sensible et qu'on nomme la démocratie alimentaire. Donc merci Markéta de venir un peu nous éclairer sur ce sujet. La démocratie alimentaire, finalement, c'est aussi l'acceptation des choix et des rituels de l'autre dans ce moment culturel très particulier qu'est le repas. Et souvent, pour en avoir fait l'expérience dans pas mal d'ateliers à différents niveaux, c'est vrai que le sujet de l'alimentation peut être souvent un sujet de polémique, mais il faut que ce soit aussi un sujet qui nous rassemble. C'est un petit peu l'idée des travaux un petit peu sans concession qui vont vous être présentés par Florence, Albert et Markéta. En tous les cas, merci à vous tous et puis excellent travail. On attend les conclusions. Merci Dominique. Alors, je vois que Christine est connectée. Est-ce que tu souhaites ajouter un petit mot, Christine? Christine qui co-préside avec moi-même et Bruno Arguet la coordination nationale. Hop, je mets le micro et la vidéo. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, Dominique a déjà fait le panorama, mais c'est vrai qu'on est dans beaucoup de territoires, on travaille sur le sujet. Il peut y avoir parfois des polémiques et des divergences sur l'alimentation, mais c'est vrai que c'est aussi un moment de partage et de joie. Et il faut surtout donner la possibilité à tout le monde de pouvoir se nourrir dignement et en fonction de ses choix. Et tous les travaux qu'on peut mener dans les conseils de développement sur nos territoires doivent permettre de progresser sur ce sujet et aussi dans le cadre, bien sûr, du réchauffement climatique, le faire de manière saine et durable, et pour tous. Merci à vous. Je vous propose qu'on y aille tout de suite, hein, et puis on se présentera au fur et à mesure. Hein. Donc, comme vous voyez, moi, je représente le groupe de la CFDT au CESE. Je vais partager mon écran et vous présenter avec Florence donc l'avis qui a été présenté. Je pense que vous le voyez.
Vous avez le… Oui, C'est très bon, bien. voilà. Alors, donc, c'est un avis qui a été présenté en 2020. Ça commence à dater déjà. Le temps passe très vite. Et c'est un avis qu'on a construit donc quasiment pendant la crise sanitaire. Donc, un moment assez particulier, hein, dont tout le monde évidemment se souvient et qui a sans doute marqué un peu le fonctionnement de cet avis. Hein. En tout cas, il y a eu des effets. Donc, en fait, c'est… Voilà. Donc, pour vous dire, c'est donc un avis qui a été lancé pendant la crise sanitaire, qui a donc été percuté par les confinements. Vous vous souvenez, c'est une période où on ne sortait pas, où on essayait de trouver des pistes, des circuits courts pour consommer. Enfin bref, c'était tout à fait inédit. Et c'est un avis aussi particulier parce qu'on a travaillé en étroite collaboration avec le Conseil national de l'alimentation et avec les acteurs des projets alimentaires territoriaux, évidemment, sur le sujet. Et on a pris en compte les travaux de la Convention citoyenne sur le climat qui s'était réunie juste en 2019, hein, avec les conclusions que vous connaissez. Et on avait rencontré énormément d'acteurs hein, sur cet avis. Et donc, c'est un avis qui a été préparé par la section d'agriculture du CESE, hein, je rappelle, avec l'ensemble des acteurs donc, qui composent le CESE, hein, dans la section d'agriculture, des environnementalistes, des organisations syndicales, des organisations patronales, des agriculteurs, des associations, des mutualistes, des coopérateurs, des professions libérales, enfin bref, j'en oublie, bref, la composition de la société civile organisée. Voilà. Ben, on s'est dit qu'on allait alterner les diapositives, donc je donne tout de suite la parole à Florence. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, j'étais représentante de France Nature Environnement au CESE. J'ai fait 2 mandats de 5 ans, donc le maximum. J'ai initié le pilier environnemental du CESE en 2010, juste après le Grenelle de l'environnement. Et j'y ai conduit 2 avis, un sur l'eau et l'agriculture, qui est un peu mon domaine de spécialité. Hein. Je suis juriste environnement spécialisée dans l'eau de profession, et en co-rapportage avec Albert sur l'alimentation durable. Il y a des liens entre les deux, évidemment, l'eau est quand même le premier des produits alimentaires. Quand on parle de l'assiette, il ne faut jamais oublier la boisson. Ça, c'est un des apprentissages de la vie. Donc, l'autre originalité de cet avis, alors le CESE, j'ai été membre du conseil de développement de l'agglomération d'Angers dans les années qui précédaient, ce qui fut un très bon lieu d'apprentissage. Maison avec des commissions de travail qui s'appelaient sections, qui sont assez cloisonnées encore. Hein, je ne sais pas, Albert est toujours membre du CESE, moi j'ai quitté il y a 2 ans. Mais il y a un certain cloisonnement, et par exemple, la section de l'agriculture, de la pêche, de la forêt était ignorait les enjeux sociaux. On y a réussi à y faire entrer très progressivement dans les dernières années, de façon assez forte d'ailleurs, les enjeux environnementaux, hein, en étant un certain nombre de membres du groupe environnement et nature étant rapporteur d'avis. Mais la dimension sociale était réservée, entre guillemets, à la commission des affaires sociales. Voilà. Donc, une des originalités, c'est qu'on a souhaité, et je dirais la crise du Covid nous y a aidés, hein, avoir vraiment une approche systémique et transversale des enjeux liés à l'alimentation durable, et ne pas séparer les enjeux socio-économiques, environnementaux et sociaux, comme l'invite d'ailleurs le CESE. Et dans les enjeux sociaux, donc ça fait partie de l'état des lieux. Là, j'ai 2 diapos un peu sur l'état des lieux qui est un peu plus complet et qui, heureusement, là, on a des données nouvelles qu'on a d'ailleurs suscitées nous-mêmes par des auditions post-avis auprès de France Stratégie, d'autres organismes, qu'on peut compléter, mais il n'y a rien qui est venu contredire notre constat de la vie. Donc, l'explosion de la précarité alimentaire, donc aggravée par la crise du Covid en 2020, souvenez-vous des personnes retraitées bénévoles des associations d'aide alimentaire qui ne pouvaient plus distribuer. Mais c'était une tendance lourde hein, qui existait, et
vraiment beaucoup, près de 10 millions de personnes maintenant, je crois qu'aujourd'hui, qui sont en situation de précarité alimentaire. 60% seulement recourent à l'aide alimentaire, avec des biais, de l'aide alimentaire, etc., qu'on pourra rappeler, mais le but est d'aller vite. Les enjeux socio-économiques, la baisse de la surface agricole, le fait qu'on a aussi beaucoup moins d'agriculteurs ou des agriculteurs qui vont être, beaucoup vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années, le développement des projets alimentaires territoriaux, qui se sont encore développés depuis, et puis les enjeux environnementaux, savoir que 24% de l'empreinte carbone totale des Français est liée à l'alimentation, à l'assiette et au verre, hein. L'enjeu du gaspillage alimentaire qui nous permet de dire on ne parle pas que de la production primaire, on parle bien de la production au champ, à la pêche aussi, dans la transformation, la distribution et à la consommation. Le gaspillage alimentaire, qui est quand même un des gros enjeux transversal, permet bien d'illustrer qu'on repart de l'assiette et on repart aussi de l'assiette souhaitable. L'autre partie du constat, la diapo suivante, voilà. C'est qu'on s'est trouvé, à force d'analyser voilà, des politiques publiques très très cloisonnées, avec une multiplication des plans, que ce soit sur le côté environnemental, de production, etc. Des lois récentes cherchant à faire converger alimentation et agroécologie et peinant à le faire. Une politique agricole commune très centrée sur la production et justement insuffisamment alimentaire. Des recommandations nutrition santé qui peinent à se concrétiser. On venait d'avoir, c'était des produits frais à l'époque, les recommandations nutritionnelles individuelles, mais qui donnent des orientations très très claires sur l'assiette souhaitable. Donc végétaliser l'assiette, privilégier les produits bio, les légumineuses, voilà, voilà. Et puis quand vous lisez le rapport du Conseil de la santé publique qui a permis de l'établir, c'est encore plus clair. Donc voilà, en disant, en fait, quelle est la politique qui suit derrière ces recommandations? Une politique commencée mais inachevée de lutte contre le gaspillage alimentaire, une aide alimentaire interrogée dans son fonctionnement et beaucoup de politiques publiques qui misent sur la restauration collective pour faire évoluer les comportements, les productions. Et donc, une analyse sur les projets alimentaires territoriaux qui sont relativement récents, qui sont des amorces de systèmes alimentaires territoriaux au sens scientifique du terme, et qui sont confrontés à ce cloisonnement, à cet éparpillement, à cette désorganisation des politiques publiques. Donc, notre préconisation chapeau et le sens de la vie, c'est clairement d'aller sur une approche systémique. Ne pas s'arrêter à la production. Évidemment, il faut mieux produire avec une alimentation durable qui fait le lien avec l'agroécologie, dont l'agriculture biologique, mais une acceptation large de l'agroécologie. On a aussi conduit un avis sur l'agroécologie au sein du CESE et c'est toujours un sujet de discussion fort. Une place rééquilibrée pour l'élevage, la complémentarité des productions agroécologiques sur ces aspects-là, les légumineuses clés de voûte de cette transition, et veiller à l'articulation entre local et durable. Ce n'est pas parce que c'est local que c'est durable. Voilà. Ça, c'est côté de production. Mais derrière côté de production, il y a aussi mieux travailler la question de l'emploi dans le système agroalimentaire, mieux transformer et moins transporter, relocaliser les productions au maximum. Ce n'est pas du localisme pur et dur, mais en disant tout ce qui peut être produit sur place, comment on l'encourage. Et évidemment, mieux consommer. Mais éviter seulement qu'on soit seulement sur le sommet de l'iceberg, là, où on réduit les choix au choix du consommateur ou au choix des producteurs. Il y a des chaînons essentiels dont on a veillé à faire des préconisations pour l'ensemble des chaînons la connaissance territoriale aussi de ces chaînons, avec une vraie difficulté à connaître les maillons de transformation et de transport. C'est bon. Ouais, okay. Alors oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de construire les complémentarités territoriales dans une logique d'économie circulaire, avec les questions de traçabilité, d'éco-conception, etc., etc.
Donc, on va très très vite, hein, mais c'est pour qu'on puisse avoir l'échange. Hein. Tout ça, c'est quand même plusieurs mois de travaux, de discussions, d'échanges, de débats, quelquefois vifs, hein, avec l'ensemble des acteurs de la section. Donc, nos premiers axes qui est apparu comme préconisation, c'est renforcer la démocratie alimentaire. Et comme le disait Florence, la notion de démocratie, elle n'était pas du tout évidente au départ. Au départ, on était parti de l'alimentation, de la production agricole, la production durable, en fait, mais on n'avait pas complètement mesuré cet enjeu démocratique. Et personne intervenant dans l'introduction de ce débat l'ont souligné, c'est un sacré enjeu démocratique, cette affaire-là, l'alimentation. Et donc, on a une précophare, hein, celle qui est encadrée, qui nous apparaît la plus importante, à la fois en termes de portée et puis de conception, c'est de créer des maisons de l'alimentation durable. Alors, on a eu l'occasion d'auditionner un certain nombre de représentants de maisons de l'alimentation durable qui existent déjà. Alors, je crois qu'il y a celle de Mouansartou, hein, qui est souvent présentée comme la référence, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a à Brest, il y en a À Lyon, à Lyon maintenant. J'ai visité, enfin, bref, j'y ai mangé. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en train de se développer. Et l'idée vraiment, c'est de faire de ces maisons d'alimentation des lieux de rencontre entre les acteurs, les habitants, les consommateurs, dans une démarche de co-construction de projets pour se retrouver, pour partager, pour initier, pour intégrer tous les publics. C'est un peu l'idée de faire une espèce de tiers-lieu ou de Fab Lab d'alimentation durable. C'était un peu ça l'idée. Et en fait, pour que ça puisse fonctionner, eh bien, il faut, c'était notre deuxième préconisation, donner une compétence alimentaire aux communes pour identifier qui peut agir. Hein, c'est le cas, j'évoquais Mouansartou, Lons-le-Saunier ou Lyon, etc. Et établir et connecter l'action sociale, la restauration collective, l'alimentation en eau potable, le maillage commercial de proximité. Donc, c'est vraiment sortir d'une logique en quelque sorte de filière nationale pour entrer dans une démarche systémique, mais qui part du territoire et qui part de l'espace de vie, en fait, hein, de l'ensemble des habitants, des usagers comme des acteurs. Et puis, en fait, ensuite, il s'agit de favoriser donc les écosystèmes, hein, pour soutenir les agriculteurs, les TPE, les artisans locaux. Alors, en proposant les chèques alimentaires, alors on était un peu dans une réflexion autour de ces chèques alimentaires qui n'a pas abouti parce que ça paraissait un peu compliqué à mettre en œuvre parce que se pose toujours la question de savoir dans quel cadre, quel est le spectre dans lequel ces chèques alimentaires sont utilisables, à qui ils s'adressent exactement. Par contre, on avait découvert un dispositif tout à fait intéressant et vertueux que sont les monnaies locales. Et là, pour le coup, entre producteurs et consommateurs, ça nous paraissait intéressant de pouvoir les initier, les développer et les encourager. Et puis enfin, l'idée, c'était de renforcer la lutte contre la précarité alimentaire. Hein. On s'était beaucoup appuyé sur un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales, notamment en mieux finançant le programme Fruits et légumes, qui est un programme européen et dont on avait découvert qu'il était utilisé, je crois, à hauteur de 10% du budget qui était disponible, hein, attribué par l'Europe à la France, et pour des raisons essentiellement de logistique, mais aussi de paperasse, hein, il y avait un gros déficit, avec donc l'idée de coordonner, de développer des circuits courts, de l'aide alimentaire et d'impliquer les acteurs, notamment via les comités régionaux de l'alimentation qui ont été mis en place récemment, en leur donnant un rôle en quelque sorte de coordination, hein, par rapport à cette politique d'aide alimentaire. Voilà pour le premier axe. Florence. Oui. Alors, donc dans le deuxième axe, hein, développer des systèmes alimentaires locaux et durables. Durable est important sur ces aspects-là. Alors, des préconisations un peu techniques, mais qui commencent à voir, enfin voilà, on se réjouit aussi de voir des choses se réaliser, alors pas forcément en lien à notre avis, mais parce que c'est aussi des connexions, c'est créer dans chaque métropole un contrat de logistique avec les marchés d'intérêt national comme interface et soutien aux écosystèmes locaux. En gros, on a un service public qui a été créé pour massifier les mines
la demande et voilà, les productions et vraiment vendre au moins cher, donc qui n'ont pas forcément, y compris du côté des agriculteurs, très bonne presse. Mais il s'agit d'utiliser et de transformer de l'intérieur cet outil de service public pour justement le mettre au service d'une reterritorialisation du système alimentaire. Voilà, comment on nourrit les grandes agglomérations qui disposent d'un mine à partir au maximum de production locale. C'est ce que fait là Montpellier, par exemple, qui était déjà, voilà, qui a renforcé cette réorganisation interne du mine de Montpellier. Le plus dur, sans doute, donc, enfin, ça c'est un outil technique, hein, mais c'est vraiment améliorer la cohérence des politiques publiques à chacun des échelons, en particulier au niveau régional, parce qu'on était donc pas très loin après la loi Egalim, la première, avec aussi des conférences de coordination qui débutaient, hein, les CRALIM, etc. Enfin, c'est toujours des sigles, en disant, mais en fait, l'échelon régional, parce que c'est l'échelon de la PAC, c'est l'échelon de l'organisation des territoires, des SRADET, etc., c'est quand même l'échelon où les différentes démarches territoriales, les différentes PAT, projets alimentaires territoriaux, peuvent trouver de la cohérence et peuvent faciliter les interconnexions de PAT. C'est le lieu du financement, c'est le lieu de la cohérence et c'est le lieu de la recomposition. Donc c'était une de nos préconisations. Hop. Et du coup, c'est la diapo suivante. Oui, merci. Donc avec cette petite synthèse, puisqu'on a fait travailler, nous avons travaillé conjointement avec le Comité national de l'alimentation, hein, qui est dédié, et vraiment, je vous invite à regarder leur propre avis, rapport, avec l'intérêt aussi du CNA, c'est qu'on sait qui a voté quoi, de façon assez détaillée en annexe. Ils en ont produit d'autres depuis, mais en disant, mais c'est quoi les conditions de réussite majeure d'un dispositif de gouvernance de l'alimentation à l'échelle territoriale? Voilà. Avec vraiment à la fois les acteurs impliqués, l'importance de la diversité des acteurs, le fait de bien penser les questions de filières intégrées, hein. Souvent, on pense aux producteurs, mais les producteurs, ils sont intégrés dans les systèmes coopératifs, les systèmes de filières qui leur donnent des mots d'ordre, hein, des directions de production. Donc, bien avoir cette approche, évidemment impliquer les citoyens en premier plan concernés par la qualité de leur assiette. Les cadres et la méthode de travail, parce que ce sont des travails de long terme, ça c'est clair. Les questions d'outils de suivi d'évaluation, les questions de portage politique, hein, les questions évidemment de durabilité. Et pour en témoigner, nous-mêmes, enfin, je pense que, la vie n'aurait pas été votée de la même façon sans la crise du Covid et du confinement, mais de nous-mêmes, il y aurait des choses qu'on aurait moins vues, notamment les fragilités de notre système alimentaire, voilà, qui sont des vraies fragilités qui perdurent, hein, mais les fragilités du système, notamment de distribution. Donc, derrière, vraiment, cette approche pour repenser des systèmes alimentaires durables locaux et comment la concertation, et notamment la concertation au sein des instances comme un conseil des développements, peut être menée pour entrer par la bonne porte, en fait, par rapport à ces enjeux-là, que nous avons, nous, décryptés au niveau national, mais qui se répliquent évidemment au niveau local. Voilà. Alors ensuite, donc, alors, tout ce que vient de dire Florence se traduit par le soutien des projets alimentaires territoriaux, hein. Alors, les choses ont un peu évolué quand même depuis cet avis, puisqu'il y a eu des financements notamment liés au plan de relance, et la dynamique semble un peu partie, en tout cas un peu engagée, mais nous, on avait quand même beaucoup insisté sur le fait qu'il
les PAT, hein, soient fondés vraiment sur une démarche systémique, hein, que ce ne soit pas simplement une aide à la restauration collective, hein, à la loi, mais qu'on soit dans une démarche qui soit connectée, inscrite dans les objectifs des plans nationaux et territoriaux, à la fois santé et environnement, mais aussi, avec c'est un enjeu important, de permettre à des acteurs non professionnels de participer à leur élaboration et leur mise en œuvre afin de concevoir un dispositif d'évaluation aussi d'objectifs et d'indicateurs de réalisation. Ça, c'était quelque chose de tout à fait important avec, Florence l'a évoqué, l'idée d'assurer l'emboîtement d'échelle, hein, en veillant à la cohérence régionale, notamment en intégrant la dimension alimentaire dans les SRADEP, hein, sur les petites et moyennes unités de transformation, comme les légumeries, les conserveries, les meuneries ou des abattoirs de proximité. Et l'idée, c'était de renforcer l'animation régionale du réseau des PAT. Là, encore une fois, hein, en s'appuyant sur l'ensemble des énergies, avec cette idée que finalement, il y a beaucoup de choses qui se font. On est quand même en France dans une stratégie d'essaimage assez efficace, mais qui tient tant que les acteurs s'engagent et ont encore assez d'énergie pour mettre en œuvre. Et la difficulté, souvent, c'est qu'on a du mal à pouvoir. Voilà. Troisième axe, je redonne la parole Alors, à Florence. Et on a bientôt terminé. Hein. oui. Alors là, le troisième axe, alors, la nécessité d'une politique, d'une loi foncière. Donc là, à la limite, c'est en ce moment que ça se joue, hein, avec la loi d'orientation agricole, foncier, installation, protection du foncier nourricier, alimentation durable. Je sais qu'il y a des concertations régionales, mais pouvoir, alors notamment, je crois que dans l'avis, en tout cas on s'en est servi, j'ai pu retrouver le petit, comment dire, l'application développée par Terre de Liens et le réseau FNABL Cratère, qui permet vraiment de localiser, d'imager, de donner de la statistique sur la nécessité du foncier alimentaire. Donc vraiment, un aspect très très important. Et la réorientation de la PAC, par contre, là, c'est, à part la conditionnalité sociale, c'est un échec, puisque cet avis était avant. Mais nous, on proposait donc de renforcer la conditionnalité environnementale et introduire une conditionnalité sociale pour le pilier 1 de la PAC. C'est toujours le grand bonheur du décryptage de la PAC sur ces aspects-là. Donc, il y a une conditionnalité sociale qui a été introduite, mais la conditionnalité environnementale n'a pas été renforcée, au contraire. Et puis, on proposait d'accroître les paiements pour services environnementaux pour les pratiques favorables à l'eau, à la biodiversité, aux prairies permanentes et au maintien de l'agriculture biologique, ce qui n'a pas été malheureusement le cas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus possible de rien faire avec la PAC, mais cette grand rendez-vous est une occasion manquée au niveau européen. Donc, et puis derrière, l'accompagnement, le soutien des restaurations collectives pour atteindre les objectifs de la loi Egalim, donc avec une proposition de renforcement. Voilà. Ensuite, donc, troisième et dernier axe, hein, mettre en cohérence les politiques publiques au service d'une transition rapide vers une alimentation durable. Alors, on s'est quand même, de façon assez importante, appuyé sur les réflexions des acteurs, hein, des acteurs sociaux, avec la nécessité de reconnaître la haute valeur sociale de l'emploi en production agricole et de la transformation agroalimentaire. Ce sont des secteurs porteurs d'emplois, et d'emplois souvent peu qualifiés et souvent mal payés. Et on l'avait vu pendant la crise sanitaire, hein, où il y avait des problèmes de recrutement, notamment de populations d'origine étrangère qui étaient habituellement sollicitées pour des récoltes, hein, spécifiques, et que finalement, il fallait qu'on arrive à sortir de ce modèle d'une agriculture, on va dire, ou de travailleurs agricoles sous-qualifiés et pas très bien payés, et d'aller vers un modèle qui soit plus résilient et plus ancré dans les territoires et qui améliore les conditions d'emploi et de travail, y compris éventuellement via des groupements d'employeurs. Donc ça a été un élément quand même assez important.
Voilà, ça c'était pour la haute valeur sociale. Et puis, il y avait donc cette idée, hein, mais là je redonne la parole à Florence, hein, sur la suite. Oui, Bien sur les régales. Gaspillage alimentaire existe dans quelques territoires des régales, un réseau de lutte contre le gaspillage alimentaire confié à différentes instances, à des structures associatives. Le mouvement France Nature Environnement en anime 2, en Normandie et en Nouvelle-Aquitaine. Mais en disant, en fait, c'est tout ce qui est gaspillage alimentaire, ce sont des réseaux d'acteurs, des mises en relation, des diffusions de bonnes pratiques, de proximité, etc. Donc en disant, il y a intérêt à les généraliser. Mais derrière aussi des préconisations comme plus techniques, plus nationales, comme ça nous est imposé, hein, renforcer, mieux flécher les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein du Fonds national pour l'économie circulaire, mieux quantifier, mieux qualifier le gaspillage alimentaire, renforcer les contrôles, ça on est spécialiste de faire des lois sans contrôle, et puis alléger, alors moi là aujourd'hui j'en serais à supprimer les normes de commercialisation relatives au calibrage des fruits et légumes qui sont un énorme gaspillage d'eau, d'énergie, voilà, en disant, au bout d'un moment, on ne peut plus se permettre d'avoir des choses comme ça, mais dans le langage chez eux, c'est allégé. Et puis, la dernière préconisation, parce qu'elle a été introduite par des acteurs un peu tardivement dans le débat, ça arrive, c'est d'ouvrir un débat public sur l'effectivité du droit à une alimentation durable ancrée dans les territoires. C'est un peu les réflexions. Alors, ça n'a pas été formulé comme ça par le représentant, le membre de notre commission qui l'a introduite, mais c'est aussi les réflexions autour de la sécurité sociale de l'alimentation, hein, qui s'est affinée en plus depuis. Mais c'est aussi le droit à l'alimentation durable, il ne peut pas se réduire à l'aide alimentaire, parce qu'on voit bien, et on a eu des témoignages très de l'aide alimentaire. Et donc, il faut évidemment conserver une aide alimentaire d'urgence, mais quand on a un tel niveau d'aide alimentaire, c'est qu'il faut bien repenser les systèmes alimentaires. Donc, c'est une préconisation d'ouverture, hein, je crois qu'on a confié la chose au CNA, mais qui évidemment fait son chemin depuis dans le débat public. Voilà. Très, très rapide, on n'a pas balayé toutes les préconisations. Je vais vous mettre dans la conversation 2-3 petites notes parce depuis, on a poursuivi des échanges et des réflexions sur ces sujets-là. On a rencontré d'autres acteurs. Voilà. Il y a des politiques publiques qui ont suivi, d'autres moins. Mais n'empêche que les réflexions dans leur approche systémique restent quand même heureusement encore valables, heureusement ou malheureusement pour la PAC par exemple. Nous sommes à votre disposition pour les questions. Merci Florent. Juste un dernier mot pour vous dire que, je ne sais pas si je l'avais dit, que l'avis a été adopté à l'unanimité, ce qui était quand même assez... Merci pour cette précision, Albert. Alors, je vous propose de passer un petit temps d'échange. Alors, on a un timing très serré, donc juste 5 petites minutes. Si vous avez des questions de clarification, de compréhension, voilà, ou si vous avez une réaction, vous pouvez nous les partager. Et on aura donc un deuxième temps qui sera vraiment consacré à du partage d'expérience. Donc, je vous invite à garder ce partage dans un deuxième temps. Alors, on va prendre les mains qui se lèvent. Patrick. Alors, on ne vous entend pas, il faut réactiver votre micro. Donc, tout à l'heure, on disait que l'agriculture, les gens étaient sous-payés. Moi, je me lève contre ça. En agriculture, il y a un salaire minimum qui est garanti comme dans toute l'exploitation. Donc, lorsqu'on parlait de main-d'œuvre étrangère, moi, je suis dans le Finistère et on plante les échalotes en ce moment. On aurait pu avoir des procès, mais malheureusement, on fait venir des gens de Roumanie pour planter les échalotes. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas personne dans le Finistère pour planter des échalotes. Mais ils sont payés comme des Français. Merci Patrick. Peut-être qu'on passe à Christine et puis on fera les réponses à la fin.
Alors, j'ai une question sur l'éducation du citoyen dès son plus jeune âge, d'une part à une alimentation saine et durable et d'autre part à la lutte contre le gaspillage. Donc, vous nous avez indiqué que vous ne nous avez pas détaillé, vous ne nous avez pas présenté la totalité de la vie. Je voulais savoir si c'est quelque chose que vous avez regardé ou si vous avez des préconisations sur le sujet, parce que en fait, l'évolution vers une alimentation saine et durable, on ne pourra la faire avec les citoyens. On n'est pas dans un pays dictatorial, donc si on ne forme pas les citoyens à la base, les évolutions, je crains qu'elles soient très très lentes. Merci Christine. Alors, on va prendre juste les deux réactions de Pascal et Christophe et on s'arrêtera là au niveau des réactions. On a vraiment un temps très serré, puis je laisserai Albert et Florence répondre. Pascal Théron. Oui, bonjour. Alors moi, je me présente. Donc, je suis Pascal Théron. Je suis au conseil développement de Brest Métropole que j'ai rejoint dernièrement. Ma question, c'est que je suis diététicienne nutritionniste, donc avec des compétences sur l'alimentation et en lien avec la santé et aussi spécialisée dans la problématique de poids et de diabète. Donc, je me demandais dans votre approche, quelle est la place avec le milieu de la santé, justement, parce que des fois, je trouve que ça fait de nombreuses années que je fais ce métier-là. Je me rends compte que tout le monde parle d'alimentation parce que tout le monde mange. Donc, c'est normal d'être concerné, par contre. Tout le monde y va aussi un peu de ses conseils et voilà. Donc, quelle place après, quel lien vous faites avec la santé? Quand on parlait de formation, d'éducation, alors il y a une éducation à la nutrition. Donc après, est-ce que la nutrition, c'est l'alimentation? Enfin voilà, plein de questions que je me pose. Merci Pascal. On prend une dernière intervention assez courte, Christophe, et après je laisse Albert et Florence répondre. Merci. Oui, moi je voulais revenir sur l'honnêteté de reconnaître que le Covid avait pu éclairer le CESE sur certains points et revenir sur le fait que beaucoup d'associations étaient éclairées avant qu'il y ait le Covid. Et donc poser la question très certainement très impertinente de savoir comment on fait pour la suite, pour être capable d'écouter ces associations qui nous alertent sur un tas de choses sans avoir besoin d'une autre pandémie ou d'autre chose. Merci Christophe. Alors, je vais laisser Florence et Albert répondre rapidement si possible. Ok, on va les prendre dans l'ordre, hein, si vous voulez bien. Je commence. Sur le premier, alors c'est vrai que mon expression pouvait être un peu mal interprétée. Hein. Je sais bien qu'il y a un SMIC agriculture, etc. Mais n'empêche, c'est quand même globalement, quand on regarde les niveaux de salaire dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, on n'est pas sur des gros salaires et on est sur des métiers pour lesquels effectivement il y a un problème d'attractivité. Et vous l'avez évoqué à travers la situation qui est faite en Bretagne actuellement, mais dans bien d'autres régions. Donc il y a tout un problème de formation et de requalification par rapport à ces métiers. Et concernant l'éducation des citoyens, alors c'est un aspect qu'on a abordé dans la vie, notamment à travers les enjeux de la restauration scolaire, de la restauration collective, puisque ça a été d'ailleurs un des débats les plus vifs de cet avis, à propos de la possibilité de proposer des alternatives aux protéines d'origine animale dans les cantines et dans la restauration. Et on a réussi à faire passer ça, mais il a vraiment fallu se battre bec et ongle. Il s'agit simplement de proposer, pas d'imposer, mais de proposer, en plus d'un plat carné en quelque sorte, mais un plat avec des protéines d'origine végétale. Et ça, déjà, ça a été un sujet extrêmement compliqué. On peut le dire, hein, on a menacé d'un dissensus en disant, bon, écoutez, on arrête d'y revenir 4 fois. Et aujourd'hui, on se fait au dissensus. Probablement.
Voilà, donc la dimension d'éducation et de formation, elle est importante, mais c'est pour ça aussi qu'on a mis en premier les maisons de l'alimentation, parce que c'est à travers ces vecteurs, on va dire, structurants et associatifs, hein, où tout le monde est partie prenante et tout le monde un peu dans la co-construction, qu'on peut arriver à faire cette évolution. Et concernant les questions de santé, on a travaillé évidemment en lien avec le PNNS. Hein, on a auditionné des médecins. Alors, on a auditionné un, c'était un petit peu, Il ne faut pas le dire. un peu particulier parce qu'on avait le sentiment qu'il était très lié au lobby de l'agroalimentaire. Enfin, c'est quand même très surpris de cette audition. Donc, on n'a pas gardé un souvenir impérissable. Mais la connexion diététique, nutrition, alimentation, elle est effectivement fondamentale. Et encore une fois, hein, nous, on pense qu'il faut rattacher, hein, c'est la fameuse phrase de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire redonner du sens à l'alimentation, redonner de la valeur à l'alimentation, redonner du sens à la consommation. Qu'est-ce que c'est que manger? C'est de la convivialité, c'est du collectif, et puis c'est aussi évidemment se nourrir. Donc, c'est des points qu'on a abordés dans notre avis. Et d'ailleurs, pas uniquement dans celui-là, on avait abordé notamment dans l'avis sur les CIPO, les officiels de qualité. Voilà. Et sur le Covid, Florence, si tu veux dire. Non, mais je complète aussi sur les points, alors sauf sur la dimension, bon, les contrats saisonniers, hein, quand même, on a eu aussi un avis sur la saisonnalité. Enfin, bref, il y a quand même aussi une précarité dans l'emploi salarié et agricole qu'il faut regarder aussi. Hein. Mais sur les autres aspects, on s'est beaucoup inspiré, en fait, ça va faire le lien avec la partie d'après, sur des exemples associatifs, territoriaux, de collectivités en pointe. Et par rapport à éduquer les convives, bon, par exemple, alors, qui est connu et qui a vraiment Montsartou, ils ont réussi leur pari d'une alimentation, je crois, 100% bio, etc., de lutte très très forte et d'éducation donc à l'alimentation contre le gaspillage alimentaire pour se dégager des marges de manœuvre, hein, y compris financières. Sur ces aspects-là de santé, nutrition, environnement, alors, nous, on a lu beaucoup les rapports du Haut Conseil de la santé publique qui sont très très clairs, hein, qui ont mis les repères nutritionnels qui ont été publiés en 2019, il me semble. Dans la préconisation 16, on dit renforcer l'information des convives sur l'alimentation durable, notamment par la généralisation du Nutri-Score. Ça peut-être pas facile déjà à faire passer, en lien avec la diffusion des nouvelles recommandations nutritionnelles du programme national. C'est comment on met en place. Florence, ça a coupé. On n'a pas. Oui, ça fait partie de la politique nationale d'alimentation, hein, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas discutables, elles sont fondées sur la science. Et notamment les aspects nutritionnels, etc., etc. Donc, notre assiette, elle doit évoluer par rapport à ce que nous consommons aujourd'hui, que ce soit par rapport au gaspillage alimentaire, que ce soit par rapport à sa composition. Je vous renvoie vraiment à aller voir. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, et notamment, j'ai appris beaucoup de choses sur les boissons sucrées, hein, dans les questions de diabète. Enfin, voilà, on pense toujours assiette, mais quand on voit le développement des boissons sucrées au niveau de la santé, c'est un vrai risque. Bon, entre autres, hein, c'est vrai que c'est pas facile. Et aussi, alors pas forcément développé, mais évidemment, pour écrire un avis du CESE, voter comme ça, il faut se documenter parce que, comme disait Albert, il y a des points qui ont été beaucoup discutés sur le fait que, par exemple, dans la restauration collective, on a une sorte de verrouillage des menus types sur, je crois, 2 semaines, etc., qui imposent telle place de la viande rouge. Et maintenant, on a des études, on ne les avait pas à l'époque, qui disent, en fait, on peut avoir les mêmes objectifs nutritionnels, mais en faisant plus de viande blanche, en faisant plus de plats végétaux. Enfin, pour autant, le décret de 2011 qui impose les menus types, il n'a pas bougé. Et il reste la norme, hein, sur ces aspects-là. Donc ça c'est pas dit dans la vie, mais si on avait un peu de temps, on pourrait développer sur pas mal de points. Mais comment l'évolution de l'assiette est au cœur de la transition alimentaire, mais elle ne dépend pas uniquement du consommateur. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Markéta Subkova, je suis directrice de TDA.
qui est une structure nationale de territoire de démocratie alimentaire qui vise à promouvoir, défendre et surtout à outiller ce concept qui a été un petit peu introduit au début de ce webinaire par votre président, qui est celui de la démocratie alimentaire. Je suis ravie d'entendre les conclusions des travaux du CESE. J'y retrouve un certain nombre d'intuitions que nous avons pu avoir dans la précédente structure que j'ai dirigée, qui s'appelait IUFN, et qui, entre 2018 et 2019, enfin 2008, excusez-moi, 2019, accompagnait déjà cette notion de reterritorialisation de notre système alimentaire auprès des collectivités territoriales, mais aussi en national, et où cette notion d'approche systémique qui a été très, très bien décrite ici apparaissait en effet comme la condition sine qua non pour vraiment pouvoir proposer derrière des solutions qui fassent sens et surtout qui puissent avoir de l'impact. Ça, c'est un autre volet que je suis ravie de retrouver dans vos travaux, dans les travaux du CESE, et également ravie de voir la mention des maisons de l'alimentation durable, car il se trouve que nous en portons une justement à Brest, et que l'objectif est de faire le lien, j'y reviendrai, entre cette notion de démocratie alimentaire et l'alimentation, éducation à l'alimentation durable, mais aussi éducation à une forme de citoyenneté, à la capacité qui serait à apprendre, parce qu'on ne naît pas avec, pas forcément, et puis l'école ne nous prépare pas forcément à ces démarches-là, une capacité à participer vraiment à la chose publique, aux discussions et à la construction d'un avenir. Parce que je fais une introduction un peu plus longue, mais cela fait la transition avec ce qui a été dit, parce que en synthèse, et si j'ai réagi à chaud, j'ai vraiment l'impression que nous avons les constats. Les constats sont là, les informations sont là, les datas sont là, les nombreux observatoires, et y compris celui de la coordination nationale, sont très, très bien faits, sont très, très bien documentés. L'information est là. Il me semble qu'aujourd'hui, l'urgence que nous avons, ce n'est plus, comme j'ai entendu ce matin encore à la radio, se préparer à l'adaptation au réchauffement climatique. Non, nous devons désormais agir. Et donc, le challenge, me semble-t-il, est celui de comment on définit ce que nous voulons, quel est le cap, l'objectif à long terme qu'on veut se donner, quelle est cette vision du territoire ou du territoire national que nous souhaitons avoir, dans lequel on souhaiterait vivre. Et après, comment on se met d'accord collectivement, et c'est là où on revient à la question de la démocratie, comment on se met collectivement d'accord sur la manière d'y arriver. Donc, c'est vraiment, ça met en parallèle, en fait, la notion du monde agricole et alimentaire, les industries, mais aussi les artisans alimentaires, les indépendants, enfin, tout un univers de professionnels, avec un autre univers professionnel qui est celui des sciences politiques, peut-être, qui est aussi celui de la soft power, comme on dit en bon français, où il s'agit de redonner du pouvoir d'agir à tout un chacun. Il a été dit, nous devons mettre au cœur de notre action, de cette reterritorialisation, justement le territoire. Moi, j'aurais envie d'aller encore plus loin et peut-être dire, peut-être que le temps est venu de mettre au cœur de la démarche le citoyen, la citoyenne, le mangeur, la mangeuse, celui qui a cette expertise quotidienne d'une personne habitant un territoire spécifique, avec ses spécificités personnelles, culturelles, sociales, de capacités économiques, etc. Parce qu'on l'a dit, l'alimentation en elle-même, c'est un sujet systémique par essence, tellement il est ramifié. Et donc, peut-être que nous avons là l'occasion de recentrer encore, enfin, d'aller dans une granularité encore plus fine et arriver vraiment à l'individu et essayer de voir comment mieux comprendre les stratégies d'approvisionnement alimentaire ou de production ou de consommation, ou les trois à la fois, qui sont développées par les différents individus au sein d'un territoire,
pour, in fine, voir quelles sont ces fameuses actions à mettre en place pour arriver au changement systémique. Parce que on peut toujours dispatcher, on peut toujours, je dirais, faire porter la responsabilité par un autre acteur que nous. Nous pouvons, à un moment, c'était beaucoup justement le consommateur qui, notamment par rapport au gaspillage alimentaire, était en première ligne, tout reposait sur lui. Désormais, c'est beaucoup les enfants. Les enfants, voilà, vont nous sauver absolument de tous les maux, de toutes les catastrophes qui s'abattent sur notre monde. Peut-être que c'est plus complexe. Peut-être que c'est plus complexe et que l'alimentation nous permettra peut-être aussi d'expérimenter une forme de nouvelle du vivre ensemble. Et c'est là où je me permets de faire le lien avec les conseils de développement que nous sommes. Je dis nous parce que j'ai le plaisir de faire partie, comme Pascal et Patrick, excuse-moi, du conseil de développement du pays de Brest. J'en suis persuadée, je suis persuadée du rôle important, crucial même, des conseils de développement dans l'imagination, dans la fabrication, dans la création, dans la projection de ce nouvel art de vivre, en fait, nouvel art de vivre ensemble. C'est un petit peu, c'est ambitieux sans doute, mais nous n'avons plus le temps de faire des choses médiocres ou moyennes. Nous nous devons d'être exigeants, nous nous devons d'être ambitieux dans les transformations sociétales à imaginer. Alors, les PAT, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est des outils qui pourraient nous permettre à faire ça. Des outils de politique alimentaire reterritorialisée, locale. Il y a cette notion de décentralisation du pouvoir. Et il me semble intéressant, là encore, d'explorer la décentralisation du dialogue autour des enjeux agricoles et alimentaires d'un territoire, avec cette possibilité d'élargir le tour de table. Et j'y reviens là avec ce petit graphique que vous avez peut-être vu dans d'autres de mes présentations, mais j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'il montre à la fois le fait que le système alimentaire, c'est toujours une suite de maillons. Ça commence par la production, transformation, distribution, consommation, gestion de déchets. C'est toujours là, mais ce que nous pouvons choisir, c'est est-ce que nous restons sur une sorte de cercle initial avec finalement peu d'acteurs qui décident, à qui on a délégué depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a délégué un certain nombre de décisions autour de ce qui se trouve dans notre assiette et dans notre verre, comme il a très bien été précisé. Il se peut que élargir ce cercle à d'autres acteurs, ceux qui ne sont peut-être pas directement liés professionnellement au système agricole et alimentaire, pourrait être intéressant. Et c'est là où ça a été dit, les acteurs non professionnels ou les acteurs, les citoyens, les mangeurs, ceux qui sont des clients finaux de tout cela. Parce que, je le rappelle, parce qu'on a tendance presque à l'oublier, mais vraiment la mission première, fondamentale, initiale d'un système alimentaire, c'est de nous nourrir et de nous nourrir dans cette approche de santé globale, c'est-à-dire avec une production qu'on qualifierait aujourd'hui de offre alimentaire durable et qui s'élargirait avec zéro impact négatif sur les écosystèmes et la planète. Donc, il s'agit vraiment de se re-questionner sur cette notion de projets alimentaires territoriaux qui existent. Quels sont les outils, quelles sont les voies, quelles sont les méthodes nous permettant d'élargir ce cercle de discussion et comment aussi on peut passer, et ça vous le voyez dans le texte à droite, comment on peut sortir de cette notion de consommation, comme dit Joe Spiegel, l'ancien maire de Kingersheim, de consommation de la politique et de la chose publique à une forme de co-construction à travers une sorte de communauté de pratiques, donc qui serait formée par un ensemble de parties prenantes au sein d'un et qui travailleraient ensemble sur un sujet, par exemple celui de l'alimentation durable. Et il s'agit aussi de vraiment se focus sur la méthode jusqu'au bout, parce que
beaucoup d'acteurs travaillent sur les questions de participation, je dirais plus largement. Il est important, je vais pas aller forcément dans le détail parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais vous voyez ici, et vous l'aurez par la suite par mail, cette présentation. Donc, il y a une importance donnée aux mots que nous utilisons, parce que participation ne veut pas dire consultation, consultation ne veut pas dire concertation, codécision ne veut pas dire information uniquement. Bref, il y a une graduation dans ces process, et ces process sont et doivent reposer sur une ingénierie territoriale dédiée, sur des ressources humaines dédiées, sur des méthodes claires d'animation de ces process. Parce que autrement, on se retrouve dans des situations où on a fait perdre du temps aux gens, aux acteurs d'un territoire, ce qui fait qu'ils se démobilisent, et il me semble bien que la mobilisation et la participation en général, c'est aussi un enjeu pour les conseils de développement. Soigner la méthode de façon à ce qu'on puisse être le plus efficace possible sur un temps réduit peut redorer la démocratie participative, peut lui redonner ses lettres de noblesse, peut la remettre vraiment au cœur de notre démocratie qui peine un petit peu à fonctionner de manière efficace, tout simplement, et transparente. Donc, les questions de démocratie alimentaire, et sans doute je vais devoir accélérer, les questions de démocratie alimentaire, en tout cas pour nous, chez TDA, on a cette approche-là comme un sujet politique. C'est inspiré des anglo-saxons, de même que les maisons de l'alimentation durable qu'on voit se développer sont issues d'une inspiration anglo-saxonne. J'aime bien redonner à César ce qui revient à César. C'est des pays anglo-saxons qui ont été innovants et qui restent extrêmement innovants sur ces domaines-là, avec une dimension inclusive, avec une dimension de justice sociale, avec une dimension systémique, avec aussi, et je l'ai vu dans les commentaires, un soin particulier à donner à la mixité sociale, à ce que les fameuses maisons de l'alimentation durable ne soient pas uniquement des endroits, des CSP+, des Happy Few, déjà sensibilisés, déjà consommateurs de bio et végétariens, mais à ce qu'on puisse y accueillir la société dans sa diversité et faire en sorte d'avoir une offre d'accompagnement et de sensibilisation adaptée à l'ensemble de ces publics-là. C'est ça qui est intéressant dans l'approche anglo-saxonne, et c'est pour ça qu'elle nous plaît beaucoup, et c'est pour ça que chez TDA, on a envie de promouvoir cette notion de démocratie alimentaire comme une autre façon de travailler. En fait, c'est pas un supplémentaire, c'est une méthode de travail qui vise à ouvrir le débat à d'autres parties prenantes et faciliter le dialogue. Ça paraît simple comme ça sont 2 points dans un PowerPoint, mais mettre en place cela, ça nécessite des outils, des compétences, des méthodes, du suivi, de la capacitation. Et là, je fais le lien vraiment avec une autre idée qui me donne chaud au cœur, parce que ça rejoint les réflexions que nous pouvons avoir au niveau national et spécifiquement aussi à Brest sur cette idée de la nécessité de re-outiller dans la société notre propre capacité à nous parler correctement, à dialoguer, à construire ensemble des compromis. Vous le sentez, la société est relativement elle est à cran, à fleur de peau. Il y a, on sent que le dialogue va bientôt plus être vraiment possible, ou en tout cas va être extrêmement violent. Et il s'agit de regarder comment on peut réapprendre à travailler ensemble, à co-construire un avenir plus radieux, sans se taper dessus, sans devenir violent, y compris verbalement, tout simplement. Il y a des méthodes qui permettent cela, et comment on peut susciter cette intelligence politique. Donc, c'est un petit peu ce qu'on essaye de promouvoir chez TDA à travers divers voies, y compris donc celle des tiers-lieux, mais pas uniquement, aussi à travers
accompagnement des territoires à travers des guides méthodologiques, etc., des études sur comment on peut outiller davantage les acteurs locaux pour rendre des territoires davantage autonomes, davantage en capacité à se prendre en main. Et donc, la démocratie alimentaire, telle qu'on l'envisage, et telle qu'elle commence à se mettre en place dans les différents territoires que nous pouvons accompagner. Je citerai notamment, par exemple, le Laval Agglomération, qui est un exemple de collectivité qui a souhaité tester une autre méthode dans la mise en place de son projet alimentaire territorial et ne pas partir d'un diagnostic extrêmement fouillé, extrêmement dense de 300 pages de son système alimentaire, qui prendrait 1 an à être réalisé, qui serait lu par 3 personnes et finalement après mis dans un tiroir. Non, l'idée c'était de dire, partons d'abord d'une communauté d'acteurs et laissons cette communauté décider de ce qui représenterait le bien commun, ce qui représenterait le territoire dans lequel cette communauté-là en particulier souhaiterait vivre à l'horizon 2030, 2040, peu importe. Et c'est seulement après avoir défini ce cap idéal qui nous motive, qui nous donne envie, dans lequel on se reconnaît, que nous allons regarder les étapes, on appelle ça un backcasting, un rétro-pédalant en quelque sorte, quelles sont les étapes nécessaires pour que cette chose idéale à la fin se mette en place. Donc, dans l'approche des PAT, on peut aussi déjà là innover et il y a des choses qui se mettent en place, qui s'expérimentent et qui donnent de la place à la participation citoyenne, à l'expression de la parole citoyenne, à l'expression de cette expertise quotidienne que nous pouvons avoir tous. Nous avons déjà tous ça. Sauf qu'on a un petit peu perdu l'habitude de la partager et on a surtout pas les arènes de dialogue permettant cette expression et ce partage, parce qu'on ne sera forcément pas d'accord, et tant mieux, enfin, encore heureux qu'on n'est pas tous du même avis. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder comment, justement, avec les méthodes d'intelligence collective et de co-construction, comment on élabore à partir de nos différences eh bien, quelque chose qui nous rassemble. Donc, dans les territoires de démocratie alimentaire, ce que nous essayons de renforcer, ce sont 4 qualités, 4 compétences, avec au départ cette capacité justement à se parler, à débattre, à se reconnaître aussi entre nous, à se dire oui, collectivement, nous pouvons vouloir autre chose que ce qui est en train de se passer et nous pouvons aussi y contribuer de manière tout à fait concrète. Évidemment, l'information, elle fait partie de la base de la chose, mais comme je disais en introduction de mon propos, il me semble qu'elle est là, que l'information ne manque pas, que les datas ne manquent pas. On a besoin de les affiner, on a besoin de les travailler, mais il y a tellement d'acteurs qui sont déjà affairés à faire ça, qu'on a besoin de compléter, de partir de là, de s'appuyer sur ces connaissances-là qui sont la base de l'action efficace et d'aller faire, vraiment faire. Et puis regarder quel est l'impact de ce que nous faisons. Mais, donc, voilà. Juste conclure. Oui. Conclure. Tout à fait. Alors, juste, voilà, participation citoyenne tout à fait au cœur de la démarche en place. Imaginez des dispositifs expérimentaux, des arènes de démocratie participative, contributive, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, il me semble que les conseils de développement ont un rôle précieux et tout à fait précis à jouer dans ce renforcement de la concertation au niveau des territoires et dans la création de cette dynamique collective dont on a besoin pour porter les territoires vers plus de résilience et plus de durabilité. Donc, agissons vraiment comme des parties prenantes. Laissons-nous le droit d'imaginer des rêves, des utopies, des futurs plus intéressantes qui nous motiveraient davantage, parce que c'est par cette motivation et c'est par cette clarté de la ligne d'arrivée qu'on aura aussi plus de monde autour de la table. C'est en disant, voilà, moi j'ai envie d'aller là-bas. Est-ce que vous, les autres, vous voulez aussi aller là-bas? Si oui, mais allons-y collectivement, et plus on sera nombreux, plus facile sera la mise en place, sans doute. Enfin, plus facile et plus complexe, sans doute, mais les deux sont intéressants et nous en avons vraiment besoin de ce nouveau récit territorial
pour aller vers plus de durabilité dans nos systèmes alimentaires et le faire collectivement, encore une fois.